L'OMS. On entend ce nom absolument partout, n'est-ce pas? Surtout ces derniers temps. Mais au fond, qu'est-ce que c'est vraiment l'Organisation mondiale de la santé? Au-delà des alertes et des conférences de presse, comment ça fonctionne? Quels sont ses vrais défis? Allez, on va décortiquer tout ça pour y voir un peu plus clair. Alors, pour bien piger l'OMS, il faut faire un petit retour en arrière. On est en 1948, le monde sort à peine de la Seconde Guerre mondiale et il y a cet élan, cette vision incroyablement idéaliste pour construire un avenir meilleur. Et la santé, elle est au cœur de ce projet. Écoutez bien cette phrase parce qu'elle est fondamentale. En 1948, définir la santé de cette manière, en incluant le bien-être mental et social, c'était carrément révolutionnaire. On ne parlait pas juste de ne pas avoir un virus, non. On parlait d'une vision globale, holistique de l'être humain. Et attention, ce n'est pas juste une jolie phrase sur un bout de papier, c'est gravé dans le marbre de leur constitution. La santé est un droit humain fondamental, pour chaque personne sur cette planète, sans aucune distinction. C'est vraiment ça, l'ADN de l'organisation. Ok, une mission aussi ambitieuse, c'est super, mais comment on fait, concrètement, pour mettre ça en musique à l'échelle du monde entier? Qui tire les ficelles? C'est ce qu'on va voir maintenant, la mécanique interne de l'OMS. Bon, la première chose à comprendre, c'est que l'OMS n'est pas une entité qui flotte au-dessus des pays. C'est avant tout une organisation intergouvernementale. La base, ce sont ses 194 pays membres. Ce sont eux, les patrons, en quelque sorte. C'est d'eux qu'elle tire son pouvoir. Et ces pays, où est-ce qu'ils prennent les décisions? Eh bien, ça se passe à l'Assemblée mondiale de la santé. Il faut voir ça un peu comme le Parlement mondial de la santé. C'est vraiment l'instance de décision suprême. Une fois par an, tout le monde se réunit et c'est là que sont décidées les grandes orientations, les priorités, les budgets. Mais une fois que les grandes lignes sont tracées, il faut bien des gens pour mettre les mains dans le cambouis. C'est le rôle du conseil exécutif. Là, on a 34 experts de la santé. Leur mission, c'est de s'assurer que les belles décisions de l'Assemblée se transforment en actions réelles sur le terrain. C'est un peu la salle des machines de l'OMS. Voilà pour la structure. Mais alors, au quotidien, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'elle fait, cette immense machine? On pense tout de suite aux pandémies, évidemment, mais son champ d'action est beaucoup, beaucoup plus large. Regardons quelques exemples, ça va être plus parlant. Prenons un sujet dont on parle moins, les maladies non transmissibles. Le diabète, les cancers, les maladies cardiovasculaires. C'est un combat énorme. Et pour saisir l'enjeu, ce chiffre est assez frappant. 37%. C'est la part des décès en Afrique subsaharienne dus à ces maladies en 2019. Pour vous donner une idée, en 2000, c'était 24%. L'augmentation est massive. C'est une épidémie silencieuse, et l'OMS est en première ligne pour aider les pays. Et ça ne s'arrête pas au corps, on en revient à la définition de départ, vous vous souvenez, le bien-être mental et social. Eh bien, la santé mentale est une vraie priorité. L'OMS élabore des stratégies mondiales pour pousser les pays à vraiment intégrer les soins de santé mentale dans leur système de santé. Et tout ça, ce ne sont pas juste des grands rapports qui prennent la poussière. Non, ça se traduit par des recommandations très concrètes, très pratiques, du genre augmenter les taxes sur le tabac, limiter la pub pour l'alcool, pousser à reformuler les aliments avec moins de sel ou de sucre, bref, des mesures qui ont un impact direct sur la vie des gens. Bon, jusqu'ici, on a vu l'idéal, la structure, l'action. Mais le tableau ne serait pas complet sans parler des difficultés. Parce que l'OMS, c'est aussi un géant au pied d'argile, qui fait face à des défis colossaux. Et le décalage entre ce qu'on attend d'elle et ses moyens est parfois vertigineux. Regardez-moi ça, c'est fou quand on y pense. D'un côté, on lui demande de diriger et de coordonner toute la santé mondiale. Et de l'autre, son budget de 2019 était plus petit que celui d'un seul grand hôpital d'un pays riche. C'est ça, la grande tension au cœur de l'OMS. Une responsabilité immense pour des moyens très, très limités. Et le problème, il est même dans la structure de ce budget. Regardez, 80% de son financement vient de contributions volontaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des donateurs qui donnent de l'argent pour un projet bien précis. Du coup, il ne reste que 20% du budget que l'OMS peut utiliser librement en fonction des urgences mondiales. Ça lui dit énormément les mains, forcément. Et puis, bien sûr, il y a la politique. L'OMS n'est pas dans une tour d'ivoire. Elle est dans plein milieu du jeu géopolitique mondial. Elle doit naviguer entre les tensions des grandes puissances, elle se prend des critiques de tous les côtés, et surtout, elle dépend de la bonne volonté des États. S'ils ne partagent pas les infos à temps, l'OMS est démunie. C'est un numéro d'équilibriste permanent. Face à tout ça, la question qui se pose, c'est « et maintenant, on fait quoi ?» Les appels à la réforme sont de plus en plus forts. Alors, quelles sont les pistes pour essayer de renforcer l'OMS pour les défis qui nous attendent?
plusieurs grandes idées sont sur la table. D'abord, évidemment, réformer le financement pour avoir plus d'argent stable et flexible. Ensuite, moderniser sa gouvernance. Un point crucial, renforcer son autorité pour qu'elle puisse agir plus vite en cas d'urgence. Et puis, bien sûr, consolider son expertise scientifique, clarifier son rôle de leader et toujours garder les droits humains au cœur de l'action. Finalement, tout ça nous ramène à une question fondamentale. Face aux menaces sanitaires mondiales qui ne feront que s'intensifier, de quelle organisation a-t-on vraiment besoin ? Une simple agence technique avec des moyens limités ou une véritable autorité mondiale de la santé avec les pouvoirs et les financements pour vraiment protéger l'humanité ? La réponse qu'on donnera à cette question, eh bien, elle définira notre avenir à tous.